Si un en avant, c'est ça plein avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir, c'est rien, chien. En fait, je vais retirer de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. La chronique de Philippe Spanghero comme tous les vendredis soirs avec en avant l'écho. Le sujet ce soir, les tests de novembre, gagner de l'argent avant de gagner des matchs, est-ce désormais le nouvel objectif pour les nations du Sud? Quel est le véritable intérêt de venir en Europe à l'automne, Philippe Spanghero? Alors pour répondre très simplement, c'est pas du tout une nouveauté. De façon historique, il y a un accord tacite entre le Nord et le Sud qui veut que dans cette fenêtre internationale de novembre, les équipes du Sud viennent et qu'on les accueille et on les prend en charge financièrement à partir du moment où elles posent le pied sur notre sol. Et à l'inverse, en juin, on y va. Et donc, ça s'est toujours passé comme ça. Là, l'équipe de France est engagée donc avec la Nouvelle-Zélande à l'été 2025. Et c'est des discussions qui sont remises sur la table quasiment tous les ans ou tous les 2 ans entre les pays du Nord et du Sud. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un élément extrêmement structurant de l'économie des fédérations du rugby mondial. On va parler tout à l'heure des chiffres de ce qui concerne concrètement le rugby français et en quoi cette tournée d'automne elle a un impact. Donc en fait, c'est pas nouveau et c'est pas lié à la professionnalisation du rugby. Le modèle économique de nos fédérations est construit comme ça. Donc on peut estimer que le sportif est moins considéré sur cette tournée, vraiment? C'est ça le constat peut-être un peu dur qu'on peut faire? Non, je crois qu'il faut pas se dire ça parce qu'en fait, nous encore une fois, on ramène ça à notre lecture française parce qu'on a une problématique quand même de relation toujours d'équilibre entre notre fédération et nos clubs par rapport à la mise à disposition des joueurs. Mais je le répète souvent, on est quasiment en train de devenir seul dans ce schéma parce qu'il y avait les Anglais qui nous ressemblaient beaucoup. On a vu qu'avec les difficultés financières de leur rugby professionnel, finalement, c'était la fédération qui était venue au secours avec cette proposition de contrats fédéraux pour des joueurs de club. Et donc finalement, indirectement, la fédération reprend la main aussi sur ses joueurs cadres et sur son rugby professionnel. Donc en fait, tout ça est corrélé. Donc finalement, dans les autres pays du monde, les grosses puissances du rugby mondial, c'est les fédérations qui décident. Donc en fait, il n'est pas question de dire que c'est au détriment du sportif. Eux, ils ont tous un objectif, c'est d'être le plus performant possible avec leur équipe nationale et de viser le titre mondial. Et tout le monde est aligné avec ça. Donc, plus ils jouent de matchs, mieux c'est. Mais la France envoie désormais une équipe bis. L'été, c'était peut-être déjà un peu le cas, mais là, on va dire que c'est tout à fait assumé et peut-être un peu renforcé. Est-ce qu'on peut estimer que par principe de réciprocité, il faut craindre la même chose des nations du Sud au moment de venir en automne sur le continent européen? Alors je le crois pas, je répète, parce que je pense que leurs équipes nationales ont besoin de jouer et surtout ils n'ont pas de problème de bras de fer ou d'équilibre à respecter avec leur province en l'occurrence, parce que c'est eux qui les financent. Donc en fait, le problème vient du fait que c'est eux qui décident du temps de jeu des joueurs. On en a parlé avec Rabah Slimani qui était notre invité lundi et qui nous parlait du modèle irlandais. Et en fait, la fédération, les fédérations sont parfaitement alignées avec les provinces. C'est la fédération qui décide du temps de jeu des joueurs, des matchs qu'ils doivent jouer avec leur club ou avec leur province, de ce qu'il faut qu'ils aient à disposition pour l'équipe nationale. Donc encore une fois, je crois pas que ça pourra arriver. Mais même si ça arrivait qu'il y avait 2 ou 3 joueurs cadres qui fassent pas partie de la tournée, ça impacterait pas pour moi financièrement ni d'un point de vue de l'image ces tournées. Du coup, est-ce que financièrement, ces tests sont primordiaux pour les fédérations européennes, mais aussi pour celles du Sud? Ils sont primordiaux parce que, je le répète, c'est des équilibres induits et indissociables entre les pays du Nord et ceux du Sud. Donc, encore une fois, ils viennent en novembre, représente combien, on y va en juin. Alors, en chiffres, pour parler très concrètement, aujourd'hui, le budget global de la Fédération française de rugby en sponsoring, c'est aux alentours de 37 millions d'euros. Donc 37 millions d'euros forcément avec les partenaires de rang 1, c'est-à-dire ceux qui apparaissent sur la tenue et qui ont de la visibilité partout où joue l'équipe de France, que ce soit en France ou à l'étranger. Mais vous avez aussi les partenaires des rangs suivants, les rangs inférieurs qui payent un peu moins cher et qui ont moins de visibilité sur la tenue notamment et les tenues d'entraînement et qui eux en fait ont besoin d'activer en France. Et donc quand on regarde ce qui se passe en France à l'année, finalement il y a peu de matchs.
il y a 2 ou 3 matchs du tournoi en fonction des années paires ou impaires. Et ensuite, on a cette tournée de novembre. Donc, quand on regarde ça par ce prisme-là, aujourd'hui, vous savez que le budget sponsoring, c'est 37 millions et que pour faire ces 37 millions, il faut jouer au moins 5-6 matchs par an en France. Donc, on a nécessairement besoin de ces matchs de novembre. Et en plus, là, ce qui est prévu du côté de la FFR en termes de recettes, au-delà du budget sponsoring des 37 millions, en billetterie, en hospitalité ponctuelle, etc., c'est 14 millions. Donc, si vous considérez que sur les 37 millions de sponsoring, il y en a une partie pas négligeable du tout qui repose sur ces tests de novembre et que vous y rajoutez les 14 millions, sur un budget de la Fédération française de rugby qui est à peu près aux alentours de 130 millions, ces tests de novembre, ils représentent presque 20% du budget annuel. C'est monstrueux. Ah ouais, non, c'est important, effectivement. Est-ce qu'une tournée de novembre post-Coupe du Monde, parce que voilà, il y a un an, il y avait la Coupe du Monde de rugby et vous l'aviez vécu sur Sud Radio, est-ce que ça résonne différemment? Est-ce que ça prend une certaine importance de savoir que la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Australie arrivent sur le territoire européen comme il y a un an? Forcément, on attend les Blacks impatiemment parce qu'on les a battus sur ce match d'ouverture. Mais on a vu une équipe quand même qui avait fait forte impression. On a tous en tête ce match éliminatoire contre l'Irlande, qui est un des plus grands matchs de l'histoire du rugby mondial, au moins en Coupe du Monde. Et puis on a cette défaite en finale d'1-1 contre les Box. Donc bien sûr, on veut voir les Blacks. Et les Blacks, de toute façon, ils amènent avec eux tout le mythe qu'il y a autour de ça. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, si demain les Blacks décidaient de mettre quelques stars de côté pour ne pas les amener pendant cette tournée, ça changerait rien à la force d'attraction des Blacks. Donc bien sûr qu'on attend les Blacks impatiemment, on a toujours une relation particulière avec l'Argentine et on est toujours quand même heureux de jouer ces Japonais parce que ça nous offre toujours des bons matchs. Donc honnêtement, je trouve qu'on a des matchs équilibrés. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, aujourd'hui, la médiatisation est plus importante qu'hier, mais moi je me souviens de tournées, notamment celle de Chabal, qui l'a starisé en Nouvelle-Zélande avant la Coupe du Monde en France en 2007. Il y avait tout un tas de joueurs qui ont connu qu'une ou deux sélections lors de cette tournée. Et on n'en parlait pas beaucoup. Et les réflexions étaient exactement les mêmes et les Blacks montaient pas au créneau à l'époque. Aujourd'hui, il faut faire attention. On cristallise tellement de choses au niveau mondial autour d'Antoine Dupont et de la question de savoir si Dupont sera là ou pas, qu'on en fait un problème global. Mais si on sort Antoine Dupont de l'équation, les Blacks ont pas grand-chose à dire sur l'équipe qu'on va amener en juin. Donc je pense que tout ça, c'est un faux problème. De toute façon, on est interdépendants. Ils ont besoin de nous en juin, on a besoin d'eux en novembre. Et encore une fois, je le répète, il faut mesurer à quel point cette tournée de novembre, elle représente un socle pour le modèle économique de nos fédérations. Il nous reste une minute, Félix Spanghero. TF1 a acheté la diffusion de ces tests de l'équipe de France durant donc novembre. Est-ce que c'est particulièrement stratégique? C'est un bon signal? Tu vois ça comme ça? Ouais, je vois ça comme un très bon signal. Estimer qu'il peut y avoir un bouleversement dans la diffusion de l'équipe de France au-delà de cette tournée? Parce qu'on sait que le tournoi destination. Moi, je suis assez persuadé que du côté de TF1, c'est un coup pour voir parce qu'ils ont quand même été très satisfaits des résultats de la Coupe du Monde et que, en effet, ils regardent le tournoi de façon attentive. J'ai rien contre France Télévisions, mais pour le produit, plus il y a d'acteurs qui veulent l'acheter, mieux c'est. Et donc, que TF1 arrive dans la discussion, ça va forcément amener une émulation commerciale qui va servir la fédération dans ses droits. Donc moi, la seule chose que je veux, c'est que la fédération ait le plus d'argent possible, qu'elle l'utilise à meilleur escient, qu'elle le dépense pour redévelopper la pratique du rugby sur les territoires et retrouver une dynamique de licenciés. Et tout le monde sera content. Donc, bien sûr que c'est très bien que TF1 s'intéresse d'aussi près au rugby parce que ils ont les moyens financiers de le traiter, mais aussi les moyens éditoriaux. On voit ce que Canal a fait de notre rugby français. TF1 a les moyens aussi peut-être de faire grandir l'image du 15 de France. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous pour cette chronique En avant l'écho. Vous pouvez retrouver évidemment dans quelques instants le replay de cette chronique sur la chaîne YouTube de Sud Radio et les meilleurs extraits sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby. Belle soirée. L'Empereur vous souhaite un bon Pro D2 et vous embrasse. J'en ai marre de lui, j'aurais jamais dû dire ça. Allez, à tout de suite sur Sud Radio avec William Debrive, notre auditeur consultant qui va venir vous rejoindre pour parler de Pro D2 avec le multiplex qui a commencé. À tout de suite.